Valérie Plante, mairesse de Montréal, bonjour. Bonjour. Vous, en fait, vous êtes celle que personne n'a vu venir. Au Québec, on dit qu'il est sorti du champ gauche. En 2013, alors que vous n'êtes pas connue, vous êtes néophyte en politique, inexpérimentée, vous vous présentez conseillère municipale et, contre toute attente, vous battez Louise Arel, qui est un pilier de la politique au Québec. Absolument. En 2016, vous vous présentez à la chefferie de votre parti, Projet Montréal, et encore là, vous battez celui que tous les observateurs donnaient pour gagnant, Guillaume Lavoie. Et en 2017, vous êtes élu maire de la deuxième plus grande ville au Canada en battant Denis Coderre, un politicien né, archi-expérimenté et connu. Est-ce que vous êtes une personne chanceuse, vous êtes une personne extrêmement ambitieuse et si vous êtes plutôt plus simplement sous-estimée? Oh, c'est un bon choix de réponse, mais je dirais que oui, ambitieuse définitivement. Et au niveau de la chance, je pense que quand on est en politique, il y a souvent des contextes qui peuvent influencer un vote. Et nécessairement, moi, j'ai profité quand même de certaines conditions, je dirais favorables. Par exemple, je pense que pour l'élection à la mairie, la population avait envie de changement. Ils étaient prêts pour un nouveau visage. Puis on voit que à travers le monde, dans les dernières années, il y a eu souvent des changements assez drastiques. Alors, je pense que ça, par exemple, c'est une certaine chance ou du moins un contexte qui m'a été bénéfique. Mais sinon, je dirais ambitieuse, mais également très travaillante parce que dans les trois cas, il faut savoir que j'ai travaillé extrêmement fort pour en arriver à ces victoires-là parce qu'il suffit... Ça ne suffit pas d'être présente et de se présenter dans les caméras. Il faut montrer qu'on connaît bien nos dossiers, qu'on est pertinent, puis qu'on est capable, qu'on partage une vision qui est attrayante pour la population. Donc, vous êtes passée à l'histoire en devenant la première femme mairesse de Montréal en 375 ans, en fait, d'histoire. Quelle est la fierté que vous tirez de ça? Bien, vous venez de le dire, d'être la première mairesse, c'est absolument... incroyable. Et quand j'ai accepté, en fait, quand je suis devenue mairesse le soir même, je dis, bien, je prends ce mandat-là avec beaucoup d'humilité parce que je me sens très privilégiée que la population montréalaise ait choisi de me faire confiance en me connaissant pas tant que ça au final, mais qu'ils ont dit, hey, cette fille-là, cette femme-là, on y croit, on voit où est-ce qu'elle veut, on comprend sa vision pour Montréal. Alors, une grande, grande fierté. Et c'est ce qui fait que même dans des moments difficiles, des journées où c'est plus difficile, où je me dis, Valérie, tu es aussi cette première femme, tu ouvres la voie pour d'autres femmes. Heureusement qu'il y a eu des femmes avant moi, d'ailleurs, pour ouvrir le chemin. Mais cette première mairesse, je me dis, bien, je dois être à la hauteur pour toutes celles et ceux qui me regardent et qui se disent, hey, ça va peut-être être moi, la prochaine mairesse, ou ça va peut-être être ma blonde ou ma sœur qui pourrait être mairesse ou première ministre. Alors, c'est une grande responsabilité, mais beaucoup de fierté. Oui. Vous le disiez, vous n'étiez pas beaucoup connue. On vous connaît encore assez peu, finalement. Vous êtes la mi-quarantaine, vous êtes originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Je pense que vous êtes née à Rouyn-Noranda, où vous avez passé les premières années de votre vie. Comment décrivez-vous votre enfance? Joyeuse. Beaucoup, beaucoup de plaisir. Moi, on habitait près de la forêt, donc j'ai passé toute mon enfance dans le bois, comme on dirait. Et donc, très soutenue par mes parents qui m'ont toujours beaucoup appuyée moi, je suis comme une petite abeille. C'est-à-dire, quand j'étais jeune et même encore maintenant, je suis une touche à tout. Je m'intéresse à tout. J'ai essayé plein de sports. J'ai toujours été très curieuse de nature et mes parents m'ont toujours beaucoup appuyée dans cette soif de comprendre les autres, de me mettre même dans des situations qui ne sont pas toujours faciles, mais j'ai une quête de vouloir, de comprendre différents milieux. Puis je pense pour ça que je suis devenue anthropologue, en fait. Oui. On va revenir sur vos études dans un instant parce que, en fait, les gens disent la mairesse de Montréal, elle est bubbly, elle est pétillante, elle est toujours en train de rire. Ça, je vous parle de votre enfance. Est-ce que ça vous vient de là? Finalement, vous me dites, j'ai passé une enfance joyeuse. Absolument. Ça vient de là? Oh oui, absolument. Il y a eu des défis, il y a eu des moments très difficiles dans mon enfance également. Comme quoi, par exemple? Honnêtement, ça serait difficile pour moi de nécessairement les aborder, mais je vous dirais que peu importe les épreuves que j'ai traversées, ça m'a amené beaucoup de résilience. Et je pense que ça transparaît dans ma personnalité. Une personne qui est très joyeuse, qui, oui, a une propension au bonheur. Moi, j'y crois au bonheur. Tout le monde a droit au bonheur, mais en même temps, cette capacité d'être très lucide par rapport à la vie, les difficultés qu'on peut rencontrer, si on est une femme, si on est une personne racisée, si on vient d'un milieu X,
un milieu Y, d'où on est né, notre statut socio-économique. Bref, très consciente de ce qui fait que dans la vie, il y a des opportunités qui se présentent à nous différemment. Alors, je dirais que cette joie de vivre, je l'ai toujours eue, mais je suis une personne qui est très lucide et très résiliente également. À l'âge de 15 ans, vous décidez de quitter le nid familial pour aller étudier à North Bay, en Ontario, pour perfectionner votre anglais. Entre vous autres, êtes aujourd'hui parfaitement bilingue. Quelle était votre motivation à l'époque? Parce qu'à 15 ans, partir toute seule comme ça, qu'est-ce qui vous motivait? C'est toujours un peu ma blague. Maintenant, j'ai un fils qui a 15 ans. Oui. Et de l'imaginer, me dire, maman, écoute, je vais partir en Ontario pendant une année, loin de vous, pour aller apprendre l'anglais, ça me semble complètement fou. Mais bon, je pense que ça fait... D'ailleurs, je remercie mes parents d'avoir cru dans cette idée folle. Mais c'est justement, je pense que c'est ce besoin d'aller à la rencontre de l'autre fait que je me suis souvent mis dans des situations que je dirais moins confortables, parce qu'à l'âge de 15 ans, d'aller habiter dans une famille, complètement seule? Complètement seule. Je parlais pas du tout anglais. Je l'ai appris vite, par exemple. Mais ça m'a permis justement de voir, d'aller puiser dans mes réserves, de me rendre compte à quel point je suis forte. Et donc, j'aime ces moments qui sont des épreuves, mais qui nous amènent à être plus forts encore. Et je pense que ça ramène un peu à la résilience. Mais voilà, d'aller apprendre l'anglais et puis d'être aussi dans une belle communauté franco-ontarienne, ça, j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a permis de rencontrer et les anglophones, les Ontariens, mais aussi d'être proche des communautés franco-ontariennes du nord de l'Ontario, ça aussi, ça a été très intéressant. Vous êtes donc une fille des régions. Vous avez passé les premières années de votre vie en région. Vous rappelez-vous la première fois que vous avez mis les pieds à Montréal? Ah oui, oui, parce que mon père était un entrepreneur qui venait à peu près une fois par 2 mois à Montréal. Et souvent, il m'emmenait avec lui. Et on venait voir différents grossistes ici dans la région, entre autres sur Saint-Laurent, pas loin d'ici. Et je me rappelle, à chaque fois qu'on arrivait, on partait de l'Abitibi, on passait à travers le parc de la Vérandrie. D'un coup, il y avait les Laurentides avec les glissades d'eau. Ça, je m'en rappelle très... J'étais comme « Wow, des glissades d'eau! » C'est trop incroyable. Et puis, on arrivait dans la grande ville. J'aimais les autoroutes. J'aimais même le brouhaha. J'aimais la vitesse. J'ai toujours aimé ça, moi, les grandes villes. Évidemment, vous me voyez venir avec la question. À l'époque, vous ne vous disiez pas qu'un jour, vous alliez devenir mairesse de la ville de Montréal. Non, mais je pense que j'ai toujours, en dedans de moi, su que j'irais dans les grandes villes, parce que même par la suite, quand j'ai beaucoup voyagé pendant mes études universitaires, j'aimais aller dans des endroits plus bucoliques, si je peux dire, mais les villes, j'aime ça. Bon, je veux parler justement de vos études universitaires. Quand on regarde ce que vous avez fait, votre pedigree, des études en anthropologie, intervention en milieu multiethnique, en muséologie également, c'est clair que vous, le milieu communautaire, ça vous attire. Vous avez parlé souvent dans vos entrevues de l'importance de faire la lutte aux inégalités sociales. Ça vient d'où? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? En fait, je pense que ça vient surtout d'un grand un sentiment de... En fait, quand j'étais petite... souvent, je voyais des injustices. Ça peut être, par exemple, des personnes aînées qui sont un peu tout seules dans les foyers pour personnes âgées. Moi, j'allais faire du bénévolat. Je voyais que dans certains quartiers, que ce soit en Abitibi ou ailleurs, on se rendait compte qu'il y avait des gens beaucoup plus pauvres que d'autres. Je le voyais à l'école également. Donc, et souvent, j'avais un sentiment d'impuissance. Et ça, l'impuissance, pour moi, ça me bloque, ça me rend mal. Je suis très inconfortable avec le sentiment d'impuissance. Et le déclic de vous présenter en politique municipale en 2013, c'était quoi? Bien, je pense que c'était comme une continuité où j'ai tellement milité de différentes manières. Et je me demandais comment est-ce que je pourrais amener mon implication ailleurs. Et la politique, j'y pensais, mais en fait, c'est assez particulier parce que j'étais aussi sur plusieurs conseils d'administration, dont le groupe Femmes, politique et démocratie. Mais je crois à cette idée que les femmes, on doit être entendues, on doit faire partie des décisions. Et donc, la politique est une des sphères pour faire partie d'être assise autour de la table. Alors, cette implication-là a fait que c'est la politique qui a entendu parler de moi et qui m'ont interpellée. Puis j'ai dit, bien, c'est vrai, comment ça se fait? Je fais la promotion pour d'autres femmes de se lancer en politique, mais ça devrait peut-être être moi. Pourquoi pas moi? Et j'y ai réfléchi, puis j'ai dit, on va l'essayer, on va voir comment mes valeurs de justice sociale, mes valeurs féministes, humanistes, comment est-ce que ces valeurs-là peuvent continuer d'évoluer à même un parti politique qui est quand même une structure très particulière. C'est très hiérarchique.
Surtout Montréal, c'est une drôle de machine, une drôle de oui, bibite. oui, absolument. Donc, c'est assez loin de ma militance, mais j'avais envie d'essayer, encore une fois, de me mettre dans une zone pas nécessairement confortable, parce qu'être militant et être politicien, ça fait pas toujours bon ménage. C'est pas la même chose. Ah non. Donc, vous vous êtes engagée en politique municipale, vous êtes devenue mairesse de Montréal. En fait, je regardais des entrevues que vous avez données pendant la campagne électorale de 2017, alors que tout le monde pensait que Denis Coderre allait l'emporter. Vous avez dit en entrevue, « J'ai jamais perdu une bataille électorale. » Ça vous vient d'où, cette confiance en vous? Quand même, il faut avoir confiance en soi pour dire « J'ai jamais perdu une bataille. » Je pense que j'ai quand même une certaine candeur, hein? C'est-à-dire, encore une fois, très lucide. Je sais dans quoi je m'embarque, mais il y a aussi une espèce de côté, une candeur, puis... Mais pas de la naïveté? Non, c'est ça la nuance. Il y a le côté de la candeur, c'est pour ça que même quand je ris, pour moi, c'est une façon de dire, OK, je sais que c'est sérieux ce qui se passe en ce moment, mais quand même, j'ai une personnalité qui est joyeuse, alors j'ai pas envie de le cacher. Donc, c'est vrai, pour moi, c'est pas de la naïveté, un peu plus de la candeur. Mais sinon, j'ai ce côté-là d'audace, j'ai toujours été comme ça. Ouais. En anglais, puis là, peut-être vous allez pouvoir m'aider, mais en anglais, on dit un mot qui je pense, me correspond bien, c'est « daring ». Tu sais, qui n'a pas peur d'avancer, qui pense que... Qui provoque les choses. Oui, c'est ça, exactement. Qui va au-delà même de mes peurs. Parce que ça ne veut pas dire qu'en disant ça, j'ai pas des craintes, j'ai pas des peurs. Mais il y a une partie de moi qui va au-delà de ça, puis qui se dit, non, c'est ça qui va prendre. C'est pas ça qui va gagner, c'est pas mes craintes et mes peurs. Alors, le 5 novembre 2017, honnêtement, tout le monde a été surpris de voir que vous remportiez la mairie de Montréal. Vous, avez-vous été surprise? Non. Dans la mesure où, d'une part, quand on s'en dans une campagne électorale, il faut être absolument déterminé et y croire, puis j'y croyais. Ceci étant dit, 2 semaines avant avant le 5 novembre, on a quand même senti sur le terrain qu'il y a quelque chose qui se passait, un déclic. Quand tout d'un coup, les gens se déplacent pour venir, déplacer pour venir me rencontrer en sachant où je serais, pour venir prendre des photos, me saluer, me souhaiter bonne chance, me dire je vais voter pour vous. Les gens s'engagent. Il y avait quelque chose qui se passait. Oui. Tu dis, en tout cas, si tous ces gens-là représentent une partie de la population puis qui me disent comme ça, je vais me déplacer pour aller voter pour vous, il y a quelque chose qui se passe dans la population. Donc, le soir, là, aidez-nous à comprendre. Vous êtes devant votre téléviseur, vous suivez les résultats électoraux. Oui, j'ai même pas eu le temps de me rendre tellement c'est allé vite. Parce qu'en fait, on avait prévu toute la journée, on va voir les militants qui font sortir le vote, hein, parce qu'il faut dire aussi qu'on avait une excellente stratégie de campagne et une excellente stratégie de sortie de vote. Alors, parce qu'il faut que les gens sortent voter. Et on fait la journée, je rentre à la maison pour le maquillage, tout ça, d'être avec les enfants, l'équipe réduite, on mange, on ouvre une bouteille de vin, c'est chill, là, je dirais. Et puis... Vous étiez assez confortable pour prendre un petit verre de rouge. Oui, parce qu'on se disait, quoi qu'il arrive, pour nous, c'était vraiment une période, c'était euphorique, parce que quoi qu'il allait se passer, j'avais gagné, d'une certaine manière, parce que j'avais amené le parti comme... On ne s'était jamais rendu auparavant. Moi, comme candidate à la mairie, j'avais amené une visibilité, pas tant sur moi, mais encore une fois sur le parti. Vous êtes mis sur la carte, là, vraiment. Oui. C'est ça. Fait que je me disais... C'était déjà une victoire. Oui, fait que c'était déjà une victoire. Et voilà, on s'assoit devant le téléviseur pour commencer à regarder les résultats, puis c'est arrivé. On était un peu comme, quoi, là, maintenant? Alors là, le téléphone se met à sonner, puis c'est comme... Il faut aller au coroner, on vous attend. Et là, c'est le téléphone de la sécurité, la police qui dit, OK, maintenant, où est Madame la mairesse? Et c'est drôle tout d'un coup, pour la première fois, de se faire dire ça. Je pense que c'est un des éléments qui m'a beaucoup, touchée, d'entendre mon équipe parler avec les policiers, puis les gens, comme je vous dis, les forces de l'ordre, de dire, on a besoin de savoir où est Madame la mairesse, comment elle va se rendre. Alors, je t'ai rendue Madame la mairesse, comme ça. J'étais Valérie, la candidate, et là, je suis devenue Madame la mairesse. En quelques minutes, quelques secondes, les gens s'organisaient autour de vous, la sécurité, le chauffeur arrive. C'est une machine qui se met en place. Fait que c'est un peu ça, le vertige. Oui. Vous avez dit tantôt, c'était euphorique. Il y avait de l'euphorie autour. Justement, le soir de votre victoire, on vous a vu à la télévision, lorsque vous êtes arrivé au Corona, où on célébrait votre victoire. Vous êtes entré sur la scène en sautant.
Là, on vous a vu sauter. C'était en quelque sorte vos premiers pas comme mairesse de Montréal, en train de sauter comme une fillette, en fait, sur la scène du Corona. Ça a été repris en boucle par les chaînes d'infos en continu. Les humoristes s'en sont accaparés, se sont moqués de vous. À quoi vous pensez quand vous revoyez ces images-là, de vous en train de sauter comme une fillette sur la scène du Corona? Bien, en fait, c'est la première fois que j'entends comme une fillette parce que pour moi, c'était... En fait, moi, je regrette rien parce que je suis rentrée en scène comme je suis et les gens ont voté pour moi parce que, justement, je ne joue pas un rôle. Je ne suis pas en train de jouer à la mairesse. Je suis cette femme engagée qui a décidé de se lancer en politique puis de surprendre tout le monde, mais qui, au final, a une vision. Là. Vous dites que vous avez découvert un trou dans le budget de la Ville de Montréal de 358 millions de dollars. Donc, vous décidez d'augmenter les taxes municipales au-delà du taux de l'inflation, contrairement à ce que vous aviez promis en campagne électorale. Ça a soulevé un tsunami de critiques. Avez-vous été surpris de la réaction viscérale à votre décision? J'ai été surprise, mais pas longtemps. J'ai été surprise. Je pense surtout que mon équipe et moi-même, mais surtout mon équipe, à ce moment-là, elle ne l'a pas vu venir, ce tsunami. Ouais. Bon, oui, j'ai été... Vous attendiez pas à ça, là? Pas autant. Mais j'ai compris rapidement en me disant, OK, c'est sûr que ça passe pas. Puis je continue de croire que une des raisons pourquoi c'était pas acceptable pour la population, c'est que la façon dont je me suis adressée à comment je l'ai expliqué, la façon dont je l'ai mis de l'avant, c'était pas comme j'avais habitué la population. Ils m'ont vu en campagne électorale, ils m'ont vu aller, ma façon dont je m'adresse à eux. J'ai pas la langue de bois, j'ai pas de cassette, je suis pas une personne qui prend des détours. J'essaie vraiment de répondre le plus honnêtement possible aux questions avec mes tripes. Et là, c'était froid, c'était comme non, c'est pas une taxe, c'est une autre taxe. Puis au final, les gens disaient, c'est dans la même poche, là, peu importe comment on la nomme. Parce que je ne regrette pas de l'avoir fait, je n'avais pas le choix. Alors pour moi, c'est pas une erreur de l'avoir fait, mais on a complètement sous-estimé la façon, la réaction, et on aurait dû penser à le présenter complètement différemment. Complètement différemment. Parce que moi, j'ai pas peur d'assumer mes décisions, honnêtement. Je suis prête à le faire, mais encore faut-il qu'on le présente de façon, je ne veux pas dire honnête, mais on aurait dû être plus... Peut-être faire plus de pédagogie. Oui, puis plus de transparence. Plus jamais je vais m'adresser aux gens avec ce décalage. Je vais me faire confiance parce que j'ai un instinct politique qui est très fort. Tantôt, on parlait des raisons pourquoi je suis là. C'est parce que je suis très stratégique et j'ai un bon instinct politique. Et là, j'étais déconnectée de ça. OK. Une des pièces maîtresses de votre plateforme électorale, c'était la fameuse ligne rose du métro visant à relier Montréal-Nord à la Chine. Oui. On vous a reproché de sous-évaluer les coûts, d'être rêveuse, de penser que ça pouvait se faire dans un mandat. On vous a reproché de porter des lunettes roses. Comment vous réagissez à ce type de critique-là? Bien, ça ne m'affecte pas. Non? Ça ne m'affecte pas parce que... avec cette idée de ligne rose, qui, soit dit en passant, on ne l'a pas sorti de notre chapeau. C'est des idées, c'est des concepts qui existent depuis longtemps. Même la STM avait déjà commencé à documenter dans le passé une ligne diagonale pour éviter la grille actuelle, là, qui est vraiment des lignes verticales horizontales. Donc, ce n'était pas une idée qu'on sortait de notre chapeau. Et moi, je suis extrêmement fière parce qu'en ayant eu l'audace d'emmener une ligne de métro dans une campagne électorale, on parle de transport depuis, mais partout. On l'a vu dans la campagne provinciale, on le voit que les gens, on dirait que se sont redonnés le droit de dire « on veut du transport collectif lourd ». On n'en a pas eu depuis 25 ans, c'est pas normal, on en veut. Alors qu'on dise que je suis une rêveuse ou que c'est pas réaliste. Ça vous affecte pas? Non, parce que d'une part, c'est réaliste, c'est nécessaire et on voit que la population y adhère. Et s'il n'y avait pas eu des grands rêveurs, s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient pensé à faire des barrages hydroélectriques ou même de penser à faire un réseau de métro à Montréal, on serait où? Il y a des gens qui disent qu'en politique, les femmes sont plus sévèrement critiquées que les hommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Là où ça devient difficile pour moi, comme femme, de le dire, et là, je me permets d'être très franche, c'est que
on n'est plus à un moment où les hommes vont dire « Hey, elle n'a pas d'affaires là, qu'elle retourne dans sa cuisine. » On disait ça dans les années 50. On ne dit plus ça maintenant. C'est plus des fois dans, justement, c'est moins clair. Non, c'est juste que des fois, dans des comportements, des façons dont on se fait reprocher certaines choses, c'est souvent dans le non-dit. Alors, c'est très difficile pour une femme politicienne de dire qu'elle vit, qu'il y a une forme de sexisme ambiant par moment, mais c'est vrai. Il y a des gens qui vous reprochent aussi d'être peu présente en ville, de ne pas être dans des événements, alors que Denis Coderre, votre prédécesseur, brûlait le marché. On sait, M. Coderre était partout. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs? Bien, c'est sûr qu'on est toujours jugé en fonction de la personne qui était là avant nous. Donc, c'était M. Coderre. Après ça, ça serait intéressant de faire le bilan sur l'ensemble des maires qui ont été à la ville et savoir quelle était leur présence dans les différents événements. Moi, je l'ai toujours dit, moi, rentrer dans un événement, clic, 2 minutes, 2 photos, puis montrer que je suis là pour être là, puis je m'en vais, moi, ça m'intéresse pas. C'est pas vous, ça? Non, c'est pas moi. Là, c'est l'anthropologue qui parle. Moi, tant qu'à aller quelque part, autant que ça peut, c'est pas toujours possible, mais j'aime mieux rentrer à un endroit, être présente, participer à la conversation. Parce que vous avez 2 adolescents, vous êtes mariés, et donc j'ai fait... En fait, une série documentaire il y a quelques années qui m'a amené à interviewer des anciens politiciens. Ça m'a permis de réaliser combien la conciliation politique-famille est difficile. Vous, je le disais, vous êtes mère de famille, vous êtes mairesse de Montréal, mère de famille. Vous avez 2 adolescents. Vous êtes mariée. Comment c'est pour vous, justement, la conciliation politique-famille? Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est difficile? C'est un défi, mais ce qui est bien, c'est que quand je suis devenue mairesse, c'était clair pour moi que j'allais pas devenir... En devenant mairesse, je n'arrêtais pas d'être mère. Puis ça a été clair pour moi et pour mon équipe, qui me protège et qui s'assure, par exemple, que j'ai une journée de fin de semaine avec mes enfants. Puis que j'ai à peu près 1 à 2 soirées où j'arrive à 8 heures. Les autres, parce que moi, c'est pas mal ça, mes journées, là. C'est du 7 à 8 ou c'est au minimum du 12 heures par jour. Mine de rien, là, c'est beaucoup de travail, mais on veut préserver certains espaces et malgré les pressions, parce que c'est sûr, tout le monde veut avoir la mairesse, puis ça me touche beaucoup. Puis j'aimerais ça pouvoir avoir des clones. Mais si on veut vraiment encourager les femmes et les jeunes à se lancer en politique, bien, il faut vous montrer l'exemple et dire, à un moment donné, il faut mettre ses limites. Et je le fais, mais j'invite souvent mes collègues, autant de d'autres paliers, mais également les hommes politiques, à le faire, eux autres aussi, à être vocables là-dessus. Ça fait maintenant 1 an et demi que vous êtes mairesse de Montréal. Est-ce que le pouvoir est ce que vous aviez imaginé? Oui. Oui, je dirais... Pas de mauvaise surprise, de déception? Non, c'est sûr qu'il y a toujours des petits angles morts où on se dit « Ah, je ne savais pas, ça faisait partie de ma définition de tâche. » Mais de façon générale, non, je ne suis pas déçue. Et j'ai énormément de plaisir. Et encore une fois, peut-être... Vous avez l'air d'avoir du plaisir. Peut-être que c'est bizarre pour une mairesse de dire « j'ai du plaisir », mais pour faire des bonnes choses, pour prendre des bonnes décisions, pour travailler autant, il faut avoir du plaisir. Il faut être bien entouré. Et je suis très contente, là, ça fait 1 an, c'est plus confortable. Les projets commencent à sortir, notre vision commence à prendre forme. C'est tellement excitant. Alors moi, je suis très heureuse. On compare souvent Montréal à Brooklyn, en banlieue de New York, ou encore à Boston pour les collèges, à cause des collèges et des universités. Vous, selon vous, Montréal se compare à quelle grande ville? Quelle est la meilleure comparaison? Hey, j'ai jamais eu cette question-là. Vous n'avez jamais pensé à ça? Que ce soit... Oui, c'est ça, c'est parce que j'essaie de voir de quelle perspective, là. Hey boy! Parce qu'on dit que le plateau Mont-Royal, par exemple, ça ressemble beaucoup à Brooklyn. Oui, ça c'est vrai, À Montréal, évidemment, il y a 4 universités sur le territoire. À Boston, il y a énormément de collèges et d'universités. C'est pourquoi on a souvent cette comparaison-là, les climats. Non, mais peut-être que... C'est un mélange, mais ça. j'irais... Parce qu'il y a tellement de perspectives, mais je pense que je vais y aller avec New York. Oui. Le fait qu'on est une île, bien que nous, on doit se réapproprier notre insularité à bien des niveaux. Mais on est une île, puis une ville qui s'est construite justement grâce à l'immigration. Fait que ça c'est très similaire. Oui. Et la diversité des quartiers et tout le reste. Là, par contre, où est-ce qu'on se différencie de New York, ça va être au niveau de l'abordabilité, le fait qu'à Montréal, nous, on a encore une belle grande mixité sociale, économique et culturelle, ce qui n'est plus vraiment le cas à New York, puis encore moins, ça commence à disparaître à Brooklyn également. Mais je dirais
dirais New York, pour moi, serait... oui, puis au niveau de la mobilité également, parce que New York et Montréal, on a des défis similaires où, oui, on a un réseau de métro, mais là, ultimement, là, on ne peut pas construire plus de routes et le nombre de voitures augmente. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des bouchons de circulation également. Oui, quand même. Est-ce que... Puis des cônes oranges aussi. Je ne sais pas s'il y en a autant à New York qu'à Montréal. Parce qu'à Montréal, franchement, les gens disent que c'est vraiment le festival des cônes oranges. Est-ce que quand vous avez pris les clés de la ville de Montréal, de l'hôtel de ville de Montréal, vous vous êtes dit, je voudrais faire de Montréal une ville comme une autre ville? Quelle ville? Avez-vous pensé à ça? Dire, mon idéal de ville à atteindre pour Montréal, ce serait quoi? Je pense, j'ai pas un exemple d'une ville parce qu'encore une fois, chaque ville, il y a plusieurs villes dont je veux m'inspirer. Mais je considère que Montréal va être un modèle vraiment unique, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, par exemple, moi, je pense à la ville de Mérida en Espagne qui a investi massivement pour se réapproprier ses berges. Ça, c'est une ville, je suis comme, wow, moi, je veux que le Québec et Montréal, on investisse massivement pour que les Montréalais sentent qu'ils ont accès au fleuve. Après ça, je pourrais penser à la ville de Barcelone, qui est très, très proactive au niveau du transport collectif. Ils sont en train de construire plein de lignes de métro, même Los Angeles, qui veut construire en 15 ans 8 lignes de métro. C'est complètement... c'est un défi. Oui, là-bas, j'avoue qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment en retard. Donc, je vois des éléments dans certaines villes qui m'interpellent et que je trouve intéressantes. Mais il n'y a rien comme Montréal. Honnêtement, là, il y a rien. C'est une ville unique. Absolument unique. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est ce que je vais faire de Montréal, c'est de m'assurer qu'on est capable de la verdir davantage. Parce que j'ai envie de la verdir davantage? Oui, parce que j'aimerais ça inviter la population à regarder une carte de Montréal à vol d'oiseau, par exemple sur Google Earth, pour voir à quel point Montréal est une ville, somme toute, très minérale. On n'a pas beaucoup d'espace vert, considérant la grandeur du territoire. Et les espaces verts, c'est une façon de combattre les îlots de chaleur, les GES, être plus résilient face au changement climatique. Et moi, je veux qu'on augmente la présence du vert, préserver nos espaces verts. Alors, c'est pour ça que notre administration investit autant là-dedans. Est-ce que vous, Valérie Plante, il y a un personnage politique qui vous a particulièrement inspiré? Il y en a plusieurs. Comme qui, par exemple? C'est sûr que, par exemple, une personne comme René Lévesque, c'est sûr que ça nous frappe. Wow, c'est une autre époque. Mais cet homme-là qui, lui aussi, touchait les gens, allait voir les gens dans les cuisines, raison pour laquelle j'ai gagné à date, là, tant ma course à la première élection contre Mme Harel qu'après ça, la course à la chefferie, c'est parce que je suis allée voir les gens. J'allais vraiment, vraiment les voir. J'ai passé énormément de temps sur le terrain et j'adore ça. Alors, René Lévesque, wow! Puis en plus, il y avait cette vision, le Parti québécois qui avait cette vision pour le Québec absolument incroyable. J'ai un coup de foudre pour Michelle Obama, qui n'est pas en politique, mais qui, au final, représente, réussit à saisir l'air du temps et représente beaucoup des aspirations des Américains, Américaines. Elle est absolument sublime, cette femme. En terminant, c'est ma dernière question. Je disais d'entrée de jeu que vous êtes celle que personne n'a vu venir. Vous n'avez peut-être pas fini de nous surprendre. Vous vous voyez où, vous, dans 5 à 10 ans? Ça, c'est une question que parfois on me demande et à laquelle je n'ai pas de réponse. Et c'est même pas parce que je veux comme garder des cartes dans ma manche ou quoi que ce soit, c'est parce que je ne suis pas une personne, bien que je sois ambitieuse, j'ai pas de plan préétabli. Et c'est ce qui, toute ma vie a été comme ça. Quand j'étais petite, on m'aurait dit, voulez-vous être mairesse? J'aurais dit, quoi? Vous ne vous projetez pas dans l'avenir nécessairement? Pas nécessairement comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver les bons véhicules, les bonnes manières de faire avancer les causes dans lesquelles je crois. Et dans ce cas-ci, j'ai choisi Montréal, mais ma vision pour Montréal, c'est cette ville plus verte, plus résiliente, plus innovante et surtout, et qui continue d'être inclusive. Et ça, je vais le rappeler, la mixité sociale et économique, pour moi, c'est garant du futur. Les villes qui vont réussir à garder cette mixité-là via l'habitation, le transport, des programmes d'insertion, d'inclusion, sont les villes qui vont continuer à se démarquer, peu importe ce qui se passe au niveau économique. C'est parce qu'elles vont être des villes qui sont appréciées, que les investisseurs veulent venir s'installer. C'est vraiment pour moi la clé, garder cette mixité-là. Valérie Plante, mairesse de Montréal, on va continuer à vous suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.